Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Gouinement lundi, en direct de Radio Campus Paris. Nous sommes lundi 8 décembre. Il fait froid dehors, les trottoirs sont gris et la ville morose. Vous marchez le long du boulevard, emmitouflé dans votre plus belle cagoule. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ce soir ? Vous n'avez pas envie de rentrer, pas tout de suite. Vos yeux rencontrent la façade d'un théâtre. Vous passez la porte, les ouvreuses vous accueillent, il fait bon. Le siège est moelleux. Vous êtes seul au milieu des regards attentifs à ce qui s'apprête à advenir sur scène. Noir sale. Un son émerge des enceintes. Lumière. Début du spectacle. Peut-être que certaines images que vous allez voir ce soir resteront ancrées en vous pendant longtemps. C'est pour celles-là qu'on va au théâtre. Mais qui participe à créer ces images ? Quelles sont les forces qui s'associent tout autour du plateau pour que les voix et les corps des interprètes parviennent jusqu'à vous ? Qui sont-elles, toutes ces personnes sur lesquelles ne sont jamais braqués les projecteurs ? Est-ce qu'il n'y aurait pas, là, comme partout ailleurs, des existences queer qui se nouent dans le noir de la représentation ? Alors ce soir, Gouinement lundi vous embarque avec une question. Quelle visibilité et quelle réalité pour les existences queer dans les métiers hors scène du spectacle vivant ? Comment en parler ? Comment les faire parler ? Et n'y aurait-il pas un paradoxe dans le milieu qui adore se revendiquer déconstruit ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que les questions queer sont de plus en plus présentes sur les planches. Et c'est pas tout à fait faux. Mais il faut rester vigilante, car dans un contexte d'extrême droitisation auquel n'échappe pas la culture, ces avancées reposent sur un équilibre bien fragile. Et si les sciences sociales ont pas mal étudié la présence LGBTQIA+ sur scène, tout d'un coup, quand on s'éloigne du plateau, il devient très difficile de trouver des ressources à ce sujet. Mais les personnes queer sont aussi présentes dans les autres métiers du spectacle vivant. Mais oui, et donc petite précision, avant de commencer, on a choisi d'utiliser ce terme des métiers hors scène, donc pour tenter de remplacer le plus classique métier de l'ombre, donc pour pas faire de l'ombre, et donc casser la dichotomie ombre et lumière qui est déjà imposée par les milieux basés sur la starification des artistes. Alors, avant de rentrer pleinement dans notre sujet, il est peut-être nécessaire de qualifier rapidement quels sont ces métiers hors scène dont on parle. Et oui, donc on les a divisés en 4 groupes. Donc souvent, en premier, on va penser aux métiers dits techniques. Donc ce sont les personnes qui assurent la dimension technique d'un spectacle pendant son exploitation. Donc régisseuses, habilleuses, mais aussi les personnes qui construisent des décors, fabriquent des costumes ou des accessoires. Il y a aussi celles qui interviennent avant. Ce sont les métiers de la conception, dans les domaines de la scénographie, du costume, du son, de la lumière, mais aussi de la vidéo, du maquillage, de la coiffure, etc. Et elles sont en charge des recherches artistiques, dramaturgiques et du design, en lien avec la mise en scène. Yes, et donc ça c'est pour la partie création, mais n'oublions pas que hors scène, ça se passe aussi dans les bureaux, donc dans les structures ou les compagnies qui peuvent se permettre de rémunérer ce genre de poste, bien sûr. Il s'agit des métiers de l'administration, donc tout ce qui est relatif aux ressources humaines, la contractualisation, etc., et de la production. Donc la production, si je synthétise, donc ça pourrait donner 4 axes, les budgets, les plannings, la gestion des équipes et du matériel. Et enfin, on a les métiers des relations publiques et de la médiation. Ça comprend la billetterie, les ouvreuses, mais aussi les chargés de médiation, qui sont créatrices de rencontres entre les publics et les équipes artistiques et qui veillent à l'accessibilité universelle des œuvres et des structures de spectacle pour tous, y compris les personnes qui n'ont pas de pratique de spectateurisme préétablie. Du coup, nous, on fait partie de ces métiers-là. Toi, Arina, tu es chargée des relations avec les publics à la Briqueterie, qui est le centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne. Tout à fait, c'est vrai que c'est difficile à dire. Merci. Et toi, Gabrielle, tu es conceptrice costume et habilleuse intermittente. Donc tu travailles autant avec des lieux qu'avec des compagnies. C'est ça. Et c'est devant la difficulté de trouver des ressources sur notre sujet qu'on a décidé d'en parler nous-mêmes. Bon, et donc en même temps, on s'est rendu compte que le sujet était un peu vaste. Et comme on n'a qu'une heure, on a décidé de mettre de côté le domaine de la musique. Désolé les icos, mais donc ce milieu qui fonctionne un peu différemment demanderait une émission à part entière. Alors aujourd'hui, on va se demander ce que ça change pour nous d'être queer dans le milieu du spectacle, que ce soit pour la danse, le théâtre, le cirque ou même l'opéra. Ce que ça nous amène à faire différemment, à mettre en place. Et comment nos identités existent à travers nous, dans nos réalités professionnelles.
Et pour en parler avec nous ce soir, on a le plaisir d'accueillir Florès Clark. Donc Florès, tu es technicienne lumière intermittente et tu travailles aujourd'hui principalement à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Bonjour. Et on a aussi Margot qui fait partie de Gouinement Lundi et qui nous a aidés à préparer cette émission. Margot, tu es directrice de production pour des spectacles de théâtre et d'humour privés. Exactement, et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et un bonus, nous avons aussi pu poser quelques questions à Asia Igobor, productrice et programmatrice indépendante dans le spectacle vivant, qui depuis Marseille... Alors, Gouinement Lundi, en immersion dans les coulisses du spectacle vivant, c'est parti. Et c'est en direct sur Radio Campus Paris, le 93.9. Alors, par où commencer ? On s'est dit qu'il fallait commencer par un petit état des lieux des rapports de genre qui structurent ce milieu. Oui, parce qu'on entend souvent que les milieux artistiques seraient plus woke que d'autres. Donc c'est à la fois un cliché et en même temps, c'est devenu un argument des institutions elles-mêmes. Donc alors, Gabriel, Margot, Florès, chers invités, est-ce une réalité selon vous ou du pinkwashing, en quelques mots? Je t'en prie, Florès. Du coup, moi, j'ai surtout le côté de la technique. Au niveau de ce qui est du genre, je sais pas si on est vraiment... c'est assez woke, mais on est quand même sur une grosse majorité d'hommes dans les métiers de la technique. Oui, c'est une vraie problématique dont on va plus parler tout à l'heure, cette question effectivement de la répartition genrée des rôles. Et toi, Margot, est-ce que en tant que productrice, tu sens qu'il y a une forme de pinkwashing sur ces questions-là ou pas tant que ça ? Alors, cette question, elle est hyper intéressante et du coup, moi, je parle évidemment d'un endroit très situé qui est le mien, de ce que je connais, de ce que je vis. De mon endroit, je ne crois pas qu'il y ait de notion de pinkwashing sur cette question-là, mais parce que ce ne sont pas des thèmes qui sont traités, en fait. C'est pour ça que je donne cette réponse-là, c'est-à-dire qu'on vient d'endroits différents, avec des productions qui peut-être proposent des choses différentes. Je parle pas de qualité, je parle vraiment de contenu et de ce qu'on raconte. Et je crois qu'à mon endroit, la question du genre n'est pas un sujet qui est forcément traité, donc qui n'est pas utilisé et qui n'est pas du coup pinkwashé, mais parce que ce n'est pas traité, en fait. Voilà. Mais encore une fois, je parle de mon endroit, qui est un endroit spécifique et de ce que je connais. Donc voilà, ça n'engage que ma place et ce que je connais, évidemment. Peut-être qu'en fait, c'est un peu des deux, quoi. En fait, dans l'ouvrage Normes de genre dans les institutions culturelles, Serge Proust et Corinne Védrine décrivent le théâtre comme un espace de remise en cause de l'hétéronormativité grâce à la fameuse convention théâtrale, qui fait qu'un ou une interprète ne doit pas forcément correspondre au genre de son personnage, et on va y croire quand même. Et du coup, ça peut contribuer à créer des formes de masculinité et de féminité non hégémoniques. Ouais, c'est vrai. Et on vit quand même dans une société qui est fondée sur un système de privilèges qui ne va pas disparaître une fois la porte d'un théâtre est passée comme par magie. Et donc cette conception théâtrale dont tu parles, Gabriel, elle a aussi bon dos lorsqu'elle fonctionne, mais à sens unique. Donc par exemple, les personnages cis sont encore très peu interprétés par des actrices trans, et d'ailleurs c'est plutôt l'inverse. C'est sûr que c'est pas encore gagné. Mais ça reste un enjeu politique actuel, avec des programmations plus inclusives, la création de festivals queer ou la mise en avant de certaines artistes qui portent au plateau des formes d'identité moins normées. On peut penser par exemple à la metteuse en scène Rebecca Chaillon, au chorégraphe François Chéniaud ou Akawa Chereya. Ouais, et c'est quand même... pas mal de se demander aussi, donc est-ce que ces questionnements, ils prennent autant de place parce qu'on veut bien y croire, ou bien si c'est une illusion, en fait, qu'on s'imagine ça parce qu'on évolue nous-mêmes dans ces milieux queer et militants. Donc est-ce que c'est un entre-nous qui nous donne cette impression que les choses changent, ou est-ce que les choses changent vraiment ? Donc vous, par exemple, Margot, Florès, est-ce que les questions de genre et la norme, donc l'identité queer, sont représentées dans les structures sur lesquelles vous travaillez ? Margot, tu as déjà répondu à cette question, mais est-ce que Florès, autour de toi, peut-être sur les spectacles que tu travailles, tu as l'impression que cette question est traitée ou pas du tout ? Dans les programmations, par exemple, auxquelles tu peux être associé ? Au niveau de la programmation, par rapport aux endroits où j'ai travaillé, je dirais plutôt que non, justement. Enfin,
plus au niveau peut-être des plus petites scènes ou des plus petites compagnies qui sont peut-être plus éveillées à ce genre de problématiques et de sujets. Mais en tout cas, moi, là où je travaille, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas. Et par contre, j'ajouterais peut-être une petite nuance à ce que je disais, c'est que malgré tout, et peut-être que c'est une forme d'optimisme qui manque de radicalité, qui manque de... j'ai quand même l'impression, pas assez vite, pas assez fort, pas suffisamment, que les choses bougent un petit peu. Évidemment, je pense pas à la hauteur de peut-être ce qu'on souhaiterait, ce qu'on aimerait, ou les choses telles qu'elles nous traversent, mais que... peut-être elle bouge un petit peu. Je dis pas que c'est suffisant, je dis que peut-être j'essaye de voir par la lorgnette que les choses, elles changent peut-être un tout petit peu, petit pas par petit pas. Voilà. Bah oui, ça voudrait dire que, enfin déjà, c'est important effectivement de le dire pour voir un petit peu le positif, effectivement, mais ça voudrait dire quand même que malgré l'impression d'une plus grande visibilité queer, en tout cas à l'échelle qu'on aimerait nous faire croire, bah, la réelle remise en question des normes hétéropatriarcales reste en fait souvent dévolue, comme tu le disais Florès, à des formes peut-être plus expérimentales ou minoritaires, sur des plus petites scènes, enfin voilà, ou en tout cas minoritaires à l'échelle du nombre de créations produites sur une saison, théâtre public et privé confondus. Et que ces formes, d'ailleurs, sont souvent programmées lors de temps forts qui vont être dédiés à ces questions-là, qui d'un côté permet de les faire exister, mais de l'autre, ça les isole un peu en faisant des objets à part. Ouais, et donc par exemple, si on pense à des personnes queer qui ont une grande carrière institutionnelle, moi par exemple, j'ai pensé à Olivier Py, par exemple, ancien directeur du théâtre de l'Odéon, du Festival d'Avignon, actuel directeur du théâtre du Châtelet, où on enchaîne les gros noms là quand même. Et donc ces exceptions donnent l'impression d'une plus grande ouverture du milieu, alors qu'on reste quand même dans un entre-soi masculin blanc, une forme de boys club, qui peut contribuer à perpétuer des dynamiques genrées, racistes ou classistes. Et donc, pendant ce temps-là, on va constater que les artistes femmes, par exemple, dirigent les théâtres dans les banlieues, ce qui est merveilleux. Banlieue chérie, certes, mais on est loin du prestige de la capitale. Donc bon, si on résume, la visibilité croissante et salutaire, on ne va pas se mentir, de certains et certaines artistes, doit pas cacher la réalité d'un milieu qui reste basé sur des stéréotypes binaires qui finalement ne remettent que rarement en question le fameux système straight théorisé par Monique Wittig qui enferme les corps dans des rôles genrés et qui va asseoir une hiérarchie des métiers bien définie. En écho à l'ensemble des sujets évoqués précédemment, on vous propose d'écouter le premier témoignage d'Assia, qui nous a partagé sa réflexion à propos de la légitimité à programmer et des biais racistes dans les structures. Assia, tu as fondé ton bureau de production basé à Marseille et intitulé Oya. Ce bureau de production accompagne les artistes queer et non blancs. Toi, tu coprogrammes entre autres événements le festival Parallèle. En effet, je travaille, donc je suis curatrice dans un trio de curation et productrice indépendante. Et la queerness ou le fait d'être non blanche est à la fois une sorte de liberté à faire, à être, et en même temps, ça induit énormément de projections. C'est-à-dire que les directions de structure ou les partenaires ou quoi peuvent souvent avoir alors, soit des sortes de fétichisation qui sont pas du tout voulues, hein, mais c'est voilà la société dans laquelle on est. Donc par exemple, on m'a proposé de curater la semaine contre le racisme dans une structure parisienne. Donc je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis une personne non blanche que je me dois de penser cette semaine-là, et que du coup ça insinuerait que je ne sais pas programmer ou faire d'autres choses ou traiter d'autres questions. Donc ça, c'est les premières choses. Et puis une sorte de... voilà, j'ai de la chance d'être 3 dans ce trio de programmation parce que je pense que seul, il y aurait énormément de professionnalisme à prouver. Et ça, voilà, on peut l'éprouver dans la légitimité à programmer. C'est quelque chose qu'on sent, qui n'est pas dit, mais qu'on sent indirectement.
Et ça, voilà, faut dealer avec, et on en parle beaucoup entre nous, parce que même entre nous, enfin voilà, c'est on se définit pas toutes pareilles, donc c'est comment est-ce qu'entre nous on se protège de cette fétichisation, comment on se protège des biais racistes, des structures qui nous invitent, et ça c'est un exercice que moi j'apprends encore. Merci Assia pour ce témoignage qui amorce un petit peu cette question de la nécessité dont on parlera plus tard de s'entourer. Bon, ok, donc est-ce que ça serait pas le moment de donner quelques chiffres ? Allez. Alors déjà, l'affirmation de base consiste à dire que, comme partout, les postes de pouvoir restent majoritairement occupés par des hommes cisgenres. Par exemple, le 26 septembre dernier, l'Association des centres chorégraphiques nationaux publiait un communiqué dénonçant la non-parité au sein de son label. Et il disait aussi qu'au 1er janvier 2026, donc demain, seulement 10,5% des CCN seront exclusivement dirigés par des femmes. Donc là, c'est seulement pour la danse, mais globalement, c'est le cas de toutes les disciplines. Donc par ailleurs, le rapport de mars 2025, intitulé « Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication », démontre que malgré la présence quasi paritaire des femmes, quasi paritaire dans les métiers culturels, eh bien, au poste de direction, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'accès aux ressources financières et la visibilité, les femmes restent toujours sous-représentées. Et on peut bien sûr élargir ce constat aux personnes en minorité de genre, ce qui signifie que, en fait, l'égalité formelle des effectifs ne garantit absolument pas l'égalité réelle des opportunités dans l'accès aux postes décisionnaires et à la reconnaissance. Donc toi, Margot, qui est assez proche de par ton métier des postes de direction, notamment de ton théâtre, enfin de ta société de production, pardon, est-ce que justement cette direction, elle est sensible à ces questions d'égalité et de parité ? Pour le coup, oui, assez. Je suis dans une société qui a à sa tête une bidirection avec un homme et une femme. Et je sais que ce sont des questions auxquelles ils sont assez sensibles. En tout cas, c'est écouté, entendu, je vois, je perçois, j'entends que ce sont des sujets auxquels ils et elles sont sensibles et attentifs, en tout cas. Après, encore une fois, on peut chacune y mettre des degrés, vouloir plus, toutes ces questions-là, mais néanmoins, il y a l'existence et l'attention sur le sujet de mon point de vue. En tout cas, ouais. Merci. Et toi, Flores, par exemple, dans les domaines techniques, donc moi, je sais que de par les endroits où j'ai pu travailler, j'ai quand même constaté, je pense qu'on constate tous que les postes de direction, donc techniques, sont pour le coup quasi exclusivement occupés par des hommes cis. Où sont les directrices techniques ? C'est une très bonne question. Moi aussi, dans à peu près tous les lieux où j'ai travaillé, les directeurs techniques et leurs adjoints étaient toujours des hommes. Et même si on prend au niveau par exemple des chefs de service, que ce soit lumière, plateau ou son, on reste aussi sur une dominance masculine. Donc voilà. Et est-ce que tu penses que c'est parce que les femmes, les dites femmes, n'osent pas postuler à ces postes-là, par exemple ? Je pense que ça peut être une raison, oui. En effet, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on se permet moins on s'autorise, on se permet moins d'aller vers des métiers où on serait comme d'été, où on gérerait un peu plus. Mais je pense aussi dans les métiers du spectacle, comme les femmes sont quand même, je sais pas si j'irais jusqu'à dire invisibilisées, mais sont moins présentes, on a moins l'impression que c'est possible de faire ça aussi. On a l'impression qu'on n'a pas, d'une certaine façon, qu'on n'a pas le droit, que ce serait pas possible, alors que ça l'est totalement. Donc on se freine un peu toute seule, peut-être. Il y a peut-être un peu de ça, je sais pas. Et est-ce que tu as l'impression que le fait d'être du coup quasi tout le temps dirigé, en tout cas par des hommes, peut avoir une incidence, toi, dans ton rapport au travail, enfin je dis toi ou vous, toi et tes collègues, dans ce rapport à ta direction, est-ce que ça peut influer ce rapport de genre dans votre réalité quotidienne ? Je pense oui. Moi j'ai très peu si j'ai quand même travaillé, mais même juste au niveau par exemple d'une équipe technique pour un spectacle,
La plupart du temps, mes régisseurs, c'est des mecs. Enfin, j'ai des super collègues femmes que j'adore et qui travaillent tout aussi bien. Mais ouais, j'ai plus l'habitude de travailler avec des hommes et la plupart du temps, je suis plus étonnée ou contente de travailler avec des femmes parce que la routine, c'est d'être quasiment que entourée d'hommes, quoi. Même si les femmes sont quand même présentes, les femmes sont là. Faut pas non plus dire l'inverse. Mais oui, surtout des hommes, quoi. Et oui, je pense que ça impacte la façon dont je vois mon travail et toutes les dynamiques du travail. Moi, c'est un peu pareil que toi. J'ai très souvent eu des directeurs techniques, sauf au CCN de Lyon, de Rieux-la-Pape à côté de Lyon, où c'est une femme qui est directrice technique. Et pour avoir beaucoup travaillé avec elle, j'ai trouvé que ça permettait vraiment une plus grande vigilance aux questions des violences de genre dès la petite blague virile, en fait, que ça laisse peu de place à ça, ce qui est agréable. Mais aussi, ça crée une ambiance de travail beaucoup plus égalitaire où le costume était traité au même niveau de considération que les autres métiers techniques, ce qui est souvent peu le cas avec de nombreux directeurs techniques, pas tous, mais beaucoup, qui s'en désintéressent totalement, considérant qu'il s'agit là un peu de chiffon, quoi. Et ces questions de parité, d'ailleurs, sont aussi parlantes quand on regarde les choses de manière chronologique, on rétropédale et qu'on s'intéresse à la formation, par exemple. Donc, dans les écoles qui sont dédiées au métier du spectacle, les écoles supérieures notamment, on constate quand même un grand déséquilibre entre la proportion de personnes identifiées comme femmes en études, puis ensuite la chute de ce chiffre dans les postes dominants du monde professionnel. Donc toi, Flores, par exemple, par rapport à tes études, est-ce que tu as pu remarquer ça ou pas spécialement ? Moi, j'ai commencé, j'ai pas fini, une formation au CFPTS, une formation de régisseuse lumière, et j'étais justement assez impressionnée par la parité. C'est-à-dire que ce soit dans la formation plateau, lumière ou son, et vidéo aussi, pardon, on était quasiment à 50-50 d'hommes et de femmes, et même de personnes non binaires d'ailleurs, et ça fait vraiment du bien à voir. Mais oui, j'ai l'impression que c'est quand même d'ailleurs plus dans les nouvelles générations, parce qu'en effet, j'ai fait ce bout de formation, et ensuite quand je me retrouve au travail, cette parité elle est pas du tout présente, donc oui, il y a un changement, ouais. Oui, c'est comme en costume, par exemple, ça rejoint exactement ce que tu dis. Même, c'est pas paritaire, les promotions sont majoritairement féminines dans les écoles, mais dans la réalité professionnelle, il y a très peu d'hommes habilleurs, par exemple, qui est, on va dire, en bas de la hiérarchie. Et la majorité atteignent assez vite les postes dominants comme concepteur ou chef d'atelier. Et d'ailleurs, une anecdote qui illustre bien cette hiérarchie, c'est qu'au sein même de la toute nouvelle formation contre les violences sexistes que doivent suivre tous les employés du cinéma, les cases métiers à cocher sont costumier au masculin et habilleuse au féminin. Donc, ça me fait d'ailleurs penser à une étude d'Adrien Thibault que j'ai pu lire pour préparer l'émission sur les concours d'entrée à l'école du Théâtre National de Strasbourg. Et il y parle de l'inégalité face au recrutement. Et il dit que l'injonction à la parité sans pensée politique derrière, elle joue parfois en défaveur des femmes et des minorités de genre. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes perçues comme femmes qui se présentent. Donc, au final, la sélection est statistiquement beaucoup plus difficile pour Yale. Donc, si on prend proportionnellement, donc il y a plus de candidats d'hommes pour atteindre le quota, si on cherche cette parité, qui ensuite auront le privilège de sortir du lot dans un monde de travail qui serait plus clément avec eux, car moins compétitif, on retombe dans ce brotherhood, qui est dénoncé par l'autrice et metteuse en scène brésilienne Carolina Bianchi dans son dernier spectacle, que peut-être vous avez vu. Mais alors, est-ce que le male gaze institutionnel et le brotherhood quasi omniprésent sur les postes de direction sont les top sujets auxquels on doit être vigilant et vigilante, ou est-ce que ce ne serait pas un peu plus complexe que ça, finalement ? Alors, moi, je travaille peu en contact avec des personnes qui se définissent comme hommes, du moins dans les institutions. Par contre, ce qui est encore, et ce que j'éprouve, et ce que j'expérimente,
c'est le female gaze de femmes cis blanches de plus de 45 ans, qui est extrêmement violent et qui est, je trouve, peu interrogé. C'est-à-dire pour moi, c'est ce que je vois et j'espère pouvoir remettre ça en question. Et évidemment, c'est des discours qui sont changeants, mais pour moi, c'est des femmes qui ont dû se faire une place difficilement dans un milieu d'hommes. Et là, notamment, ce male gaze institutionnel était hyper violent dans les années, évidemment, 80, 90, 2000, 2010. Et on se retrouve face à cette génération de femmes qui ont dû rendre possible l'accès aux postes de pouvoir directionnel à ces institutions et qui, pour moi, reproduisent une certaine violence envers de plus jeunes personnes qui rentrent dans ce métier de production, de programmation. Et c'est malheureusement peu questionné et en tant que plus jeune productrice programmatrice, disons que c'est cette violence-là que moi j'éprouve avec une sorte de facilité à pouvoir exercer cette violence parce que femme, parce que ayant vécu des exclusions, ayant vécu en marge, je peux reproduire ça. Et moi, c'est ce que j'interroge énormément aujourd'hui, et c'est ce sur quoi j'essaye de travailler et de rendre visible. Parce que voilà, je veux pas m'en prendre au féminisme blanc, c'est bien qu'il soit là, mais par ailleurs il n'est pas intersectionnel. En effet, c'est important de rappeler les enjeux des luttes intersectionnelles, surtout et aussi quand on évolue dans un milieu structuré autour d'une division très genrée des métiers, dont on va parler, et puis des rôles qui sont assignés à chacun et chacune, et où les personnes qui occupent des postes de pouvoir ne sont pas à l'abri de reproduire des violences malgré les discours ou les apparences qui devraient laisser supposer le contraire. Effectivement, comme... Ouais, cette division genrée des métiers, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au sein de vos institutions respectives ? Entre les disciplines, quoi. Margot, par exemple ? Je ne peux que le constater. En effet, donc la société dans laquelle je travaille, donc on produit des spectacles, tant à Paris qu'en tournée. Notre domaine d'expertise, c'est vraiment la tournée. On produit aussi à Paris. Toutes les équipes sont super, mais force est de constater qu'en effet, dans les équipes techniques, c'est principalement des hommes. D'ailleurs, c'est principalement des hommes. Et sur les postes d'habilleurs, habilleuses, c'est principalement des femmes. Et je pense à une anecdote, t'en parlais tout à l'heure et ça m'a fait penser à une anecdote, une date de tournée dans le sud de la France. C'était un de nos spectacles, c'était la dernière. Et donc, j'étais descendue les voir dans le sud. C'était très, très sympa. Et donc, sur cette tournée, c'était un habilleur. Il est super, d'ailleurs. Et sur la loge, qui était destinée à l'habilleuse-habilleur, et en effet, il y avait écrit « habilleuse ». Et c'est lui qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit « Regarde ». Tu vois, donc voilà, j'ai pensé à ça quand tu racontais ça tout à l'heure. Donc voilà, force est de constater qu'en effet, il y a quand même une répartition genrée à la lecture des postes. Ça, c'est force est de le constater. Toi aussi, Florès, dans les équipes techniques au sens large que tu peux intégrer, c'est souvent cette répartition qui se retrouve ? Oui, totalement. Justement, je crois que j'ai rencontré que des... justement, j'ai plus tendance à dire habilleuse ou costumière, et c'est à peu près, j'ai l'impression, les seuls métiers de la technique que je genre au féminin, et par réflexe. C'est vrai que c'est même pas une question que je m'étais posée en y réfléchissant. Et oui, moi souvent, quand je travaille, je prends toujours un peu le temps de me poser et de compter combien on est et combien de femmes on est, et ça m'arrive très souvent de me dire « Ah je suis toute seule là ». Ouais. Pardon, en parallèle, si je réfléchis en même temps que t'en parles, là, moi, dans les équipes de production, je travaille principalement avec des femmes. Dans l'équipe dans laquelle j'ai la chance de travailler, je travaille avec 2 chargées de production qui sont des femmes, qui sont super. Je travaille avec une équipe de bookeuses. C'est un métier dans la tournée, le métier du booking. Ce sont 2 femmes, elles sont super. Il y a des hommes aussi à d'autres postes, mais c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes dans l'équipe du bureau. Donc si on met un peu en lumière comme ça
les répartitions, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui existe. Donc si je résume, on va dire qu'il y a des métiers entre guillemets masculins et donc voilà, ceux qui sont là pour porter des trucs lourds, je caricature exprès, hein, et donc qui règlent des problèmes avec un langage d'initié hyper complexe, et donc de l'autre côté les métiers dits féminins qui vont être ceux du costume, de la prod, de la médiation. Donc ces métiers-là sont en vérité une branche élitiste, on va dire, des métiers du care, donc ceux qui sont associés aux soins, à l'écoute, à la gestion des émotions, à la communication, à la pédagogie et au lien avec les enfants finalement. Et ce qu'on remarque, c'est que ces clichés, ils sont si ancrés que non seulement, comme tu disais Flores, des fois on ne les voit plus parce que c'est vraiment des réflexes, et ils sont même parfois aussi véhiculés par les principales intéressées. Par exemple, moi, dans le costume, j'avoue que ça me rend folle, les travailleuses du costume qui genrent toujours habilleuses au féminin, alors que pour le coup, elles sont concernées directement, ou qui vont, en allant dans l'extrême, appeler un mec du plateau pour pousser le moindre fly. Enfin, je caricature, mais à peine parfois. Donc on arrive comme ça à des formes aussi de masculinité et de féminité performées presque, selon les métiers. Donc, ça vient aussi avec des looks, des attitudes, des manières parlées peut-être. Je ne sais pas, qui enferme tout le monde dans des rôles, puisqu'on parle du théâtre. Est-ce que c'est quelque chose, sur cette performativité du genre, est-ce que tu le retrouves, par exemple, toi, Flores, dans le travail ou pas ? Moi, j'ai tendance à moi-même, à faire ça moi-même. Enfin, des fois, je me reprends un peu, mais j'ai toujours un peu... Enfin, je suis une personne... Enfin, je sais que par rapport à d'autres femmes, moi, j'ai très peu eu de problèmes avec mes collègues, mais je le vois un peu aussi parce que je suis 1m80, j'ai les cheveux courts, je ressemble... Enfin, je vais être très dans les clichés, mais je m'habille comme eux. En sachant qu'il n'y a pas de jugement, évidemment, dans cette forme de performance. Mais je copie un peu les codes masculins du travail, quoi, et je m'en rends compte, et je sais, et c'est des codes que moi j'apprécie et qui me dérange pas de recopier, mais en soi, en y réfléchissant, des fois, oui, je me bloque un peu dedans, justement. Je force ma masculinité, mais peut-être un petit peu de ça aussi. Et ouais. Mais oui, quand même, il y a quand même un truc très genré, je trouve, dans les métiers de la technique. Parce que tu as l'impression de pouvoir gagner en légitimité en faisant ça, ou pas spécialement ? Ouais, un petit peu quand même. Enfin, ça fait jamais plaisir de se faire, par exemple, juste de se faire prendre des trucs des mains, même juste parce que c'est trop lourd. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est pas arrivé énormément de fois non plus, mais juste assez pour que, quand il y a quelque chose de lourd, je dise non, c'est bon, je peux le faire toute seule alors que je suis à moitié en train de me péter le dos, quoi. C'est un peu des petits trucs, c'est pas si grave que ça, mais c'est vrai qu'il y a sur plusieurs petits points comme ça, oui, ça arrive, quoi. J'ai l'impression aussi qu'il y a une plus grande difficulté à se faire effectivement respecter avec un look qu'on pourrait qualifier de trop femme. Enfin, ouais, oui. Et cette question-là, c'est une question qui trouve aussi une réalité particulière pour les costumiers, costumières. Enfin, la question de la considération des métiers par rapport au genre, parce qu'on travaille à partir du corps et du vêtement, qui sont quand même beaucoup associés à l'intime et au frivole. Et l'habillage, pour le coup, est aussi, quant à lui, encore pensé comme un travail domestique, avec le lavage, du repassage, avec des outils qui, dans l'imaginaire commun, semblent ne pas demander de compétences particulières, puisqu'on les a un peu tous à la maison, quoi. Donc là, dans l'imaginaire collectif, ça revient à un travail gratuit, presque sous-qualifié, en fait. Donc ce qui implique et justifierait, soi-disant, aussi des inégalités salariales dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont quand même hyper présentes. Ouais, et ces injustices sont renforcées par le fait que les femmes sont moins légitimées dans la défense de leurs droits aussi, et que ce sont des métiers, notamment lorsqu'ils s'exercent sous le régime de l'intermittence, qui sont assez isolés, avec peu de représentativité syndicale, voire pas du tout pour les costumes, ni de parole collective. Bon, je crois on peut se dire qu'il y a une petite nécessité à féminiser, mais aussi à queeriser tous ces métiers pour sortir des schémas dominants et retrouver de l'adelphité dans nos pratiques. Mais avant de passer à la deuxième partie de notre émission, c'est l'heure de la pause musicale et on va écouter Pussy de Uzi Freya, une ode à la chatte, puissante et sexy. Musique.
pussy clean, that pussy kicky, that pussy soft, that pussy freaky, that pussy lean, that pussy juicy, so pussy tight. Only for dicky, that pussy real, no smell fishy, that pussy talk. Only for queen in a pussy down, a pussy this and pussy ill. Pussy, 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 are you scared? Oh man, oh man, oh man. My pussy, my choice. Oh man. Vous écoutez toujours Gouinement lundi sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Alors, on a vu que les domaines artistiques sont des milieux où la queerness est peut-être plus facile à assumer qu'ailleurs. Et pourtant, dès qu'il ne s'agit pas de parler des artistes, on se confronte à l'absence d'études et de ressources sur le sujet. Et donc nous, réunis ce soir entre personnes queer, on voulait vous poser justement la question, comment vivez-vous votre queerness au travail ? Je peux commencer, si tu veux. Margot, ouais, merci. Donc moi, je suis une femme cis, lesbienne. Je suis totalement out. Depuis que je suis out dans ma vie personnelle, je dirais. Je suis out dans ma vie professionnelle. Ça n'a jamais été trop une question. Précisément, votre question, c'était plus comment est-ce que cette queerness, elle s'exprime, c'est ça, ou comment... En tout cas, ouais, voilà. Moi, je suis complètement out. J'ai cette chance-là que ce ne soit pas un sujet, que ce ne soit pas un sujet, mais à titre, c'est purement de l'anecdote. Cet été, j'ai été très étonnée. Cet été, je me suis retrouvée vous m'arrêtez si je fais trop long, évidemment, mais cet été, je me suis retrouvée dans une cour d'un théâtre, en train de discuter avec un auteur. Et puis, à un moment, la discussion part sur le terrain, en tout cas, de à quoi ressemble un petit peu plus notre vie personnelle sur le plan amoureux. Et là, je me rends compte que pour lui, c'est pas forcément clair que je suis lesbienne, alors que j'ai vraiment l'impression de porter une pancarte sur moi. Et donc, parce qu'il me dit, et donc toi... Ton copain. Exactement. Et la formulation, je m'en rappelle plus. Il me dit copain, amoureux, je sais plus ce qu'il me dit. Et là, je me dis, mince. Ça me semblait tout de même évident, non ? Et je me suis retrouvée à de nouveau, on partage une identité queer, donc on sait qu'on se out en permanence et tout le temps, que les coming out, c'est permanent. Je me suis retrouvée à refaire un coming out dans cette cour auprès de cet auteur, alors que je pensais que c'était notoriété publique. C'est vraiment de la pure anecdote, mais comme quoi, des fois, parfois, on a une lecture... Enfin, je pensais que c'était mais vraiment d'une évidence folle. Visiblement pas tant. Et toi, Flores, du coup, est-ce que c'est quelque chose... je pense que j'ai un peu l'impression que pareil, comme Margot, c'est un peu de notoriété publique, mais un peu holiday de faciès, je ressemble quand même à une grosse lesbienne, quoi. Je le vis très très bien, j'en suis très heureuse, mais c'est jamais un sujet qui est arrivé sur la table. Enfin, moi, quand j'avais une copine, mes collègues, j'ai toujours dit, ma copine, tout ça. Par contre, au niveau de l'identité de genre, moi, je suis non-binaire. Ça, j'en ai jamais parlé à mes collègues, à part à certains plus jeunes. Pas par peur ou quoi que ce soit, mais un peu par flemme, je dirais. Plus, c'est peut-être pas... éduquer les gens. Ouais, un peu par flemme d'éduquer. Surtout, je veux pas mépriser mes collègues, mais je sais qu'il y en a certains qui comprendraient pas forcément. Ce que je comprends totalement aussi, parce que après, il y a un peu sur les générations, mais il faut éduquer toutes les générations, mais au travail, c'est quelque chose que je me permets de pas faire, parce que sur certains points, je trouve que ça apporterait pas grand-chose, plus que des problèmes, enfin pas forcément des gros problèmes, mais des discussions que j'ai pas forcément envie d'avoir avec certains collègues et que j'ai pas envie de prendre le temps d'avoir. Mais je pense que je pourrais totalement le faire et que ce serait pas un problème. Oui, je pense que ce serait pas du tout un problème même, mais je le fais quand même pas. Je sais j'ai certains de mes collègues qui sont au courant et qui me genrent au masculin et qui le font devant d'autres, et jamais personne n'est venu me poser de questions. Donc je pense que c'est un peu induit aussi comme ma sexualité, mais que ça change rien à qui je suis et à ce que je fais de mon travail pour le coup, donc c'est assez agréable. Et toi, Gabrielle ? Dans le costume, il y a, un peu comme beaucoup d'endroits, une forme de présomption d'hétérosexualité, je dirais. Moi, je dirais que le lesbianisme peut aussi représenter pour moi une forme de fuite, au sens très joyeux, mais un peu un outil contre un domaine où les situations notamment de séduction, voire de violence, sont renforcées par toutes les hiérarchies qu'on a citées avant. Et être lesbienne dans le costume, ça veut aussi dire sortir de la catégorie des femmes
baisables, avec des guillemets, qui collent pas mal à la peau des costumières. Non seulement c'est celles qui sont le moins à même de se défendre parce qu'on est souvent isolé, on peut être seul avec les interprètes dans un espace fermé, on est parmi les métiers les plus précaires financièrement aussi, mais ça vient aussi d'un aspect historique qui est que au 18e, 19e siècle, les couturières, comme les danseuses d'ailleurs, étaient associées aux prostituées, ce qui était souvent vrai, car il s'agissait souvent de filles seules qui venaient travailler à la ville et dont l'emploi mal payé ne suffisait pas à vivre décemment. Du coup, beaucoup étaient obligés de se prostituer pour survivre et ça paraît bête, mais ça colle un peu à la peau. Est-ce que tu te sens qu'en prenant cette voix de fille dont tu parles, on attend de toi performer un certain stéréotype de la lesbienne qui ne serait qu'au métier dit masculin ou pas du tout pour le coup ? Dans mon cas, pas du tout, parce que l'un des avantages du domaine du costume, peut-être à l'inverse des autres métiers techniques, c'est qu'il y a un truc où le vêtement est très attendu, enfin s'habiller de manière assez libre, voire, je sais pas, il y a un truc qui est très accepté là-dedans et que effectivement ça fait que moi avec un style plutôt femme, on va dire, je passe un peu sous les radars quoi. Et c'est fou parce que le lesbianisme est tellement justement un impensé que dès qu'on sort du cliché un peu de la camionneuse, avec des énormes guillemets bien sûr, ça vient même pas à l'esprit des gens qu'on puisse être queer, ce qui rejoint ce que tu disais Margot, et c'est un peu comme partout ailleurs, les identités lesbiennes finalement elles n'existent pas dans l'imaginaire commun, comparé notamment aux cultures gays qu'on retrouve plus sur les plateaux d'ailleurs. Après, c'est quand même important pour moi de dire qu'il existe des contextes et des gens avec qui on parle de tout ça et on essaye de faire bouger les lignes. C'est le cas pour moi avec des compagnies émergentes où les relations sont souvent plus directes, plus intimes, il y a moins d'hiérarchie et du coup c'est possible de trouver des manières plus égalitaires de communiquer, de travailler, d'investir ces questions de manière hyper politique et politiquement joyeuse, je dirais. Oui, merci de le notifier, Gabrielle. Et justement, pour compléter ton propos, voici la suite du témoignage d'Asia. Cette année, je travaille avec on est un trio de programmatrices, donc 3 personnes non blanches. Et c'est vrai que les questions de queerness et de race sont pas des choses, sont des choses qu'on met au travail parce que c'est nous, mais ça nous a vraiment aussi donné la légitimité et la possibilité de programmer des projets qu'on est apte à défendre, et notamment on sent aussi que la relation avec les artistes elle se fait d'une manière plus. Alors, elle peut être complexe à certains moments, mais il y a une sorte de confiance et de reconnaissance en l'autre qui nous permet d'avoir des discussions passionnantes et en même temps d'être dans un rapport de confiance absolue. Et du coup, donc finalement, comment faire bouger les lignes ? Donc, est-ce que ça serait pas ça la question cruciale ? Donc, on essaie aussi de se poser ce soir. Donc, celle du changement des pratiques, de pratiques même professionnelles, au regard de nos identités queer. Donc, comment j'injecte de la queerness dans mon activité et mes missions. Donc, par exemple, toi, Margot. Par plein de façons. J'ai la naïveté de penser que juste parce qu'on existe, il y a déjà quelque chose qui se passe dans les environnements dans lesquels on est, de par l'expression de notre identité, comment on va s'exprimer et juste d'exister en fait. Peut-être c'est très naïf, mais j'ai le sentiment que juste parce qu'on existe avec notre identité, il y a quelque chose qui est en jeu, qui va ensuite découler sur soit une forme de visibilité, qui va donner des idées. Tout à l'heure, Flores, on parlait de peut-être il y a des endroits où c'est que l'idée elle vient pas, ceci, cela, donc sur des axes de visibilité. Et ensuite, parce qu'on va alimenter notre travail de ce qui nous anime, de ce qui nous semble juste et de la direction dans laquelle on veut aller. Donc je crois que c'est comme ça que les choses bougent un petit peu. Moi, je sais que, par exemple, dans ma pratique, c'est vraiment purement que ma pratique. Le fait, c'est des choses anecdotiques, mais sur soit des discours que je vais tenir, forcément, parce que ce sont des sujets qui m'animent, soit dans des conversations, je vais dire, j'entends, mais peut-être que là, à cet endroit-là, on peut penser les choses différemment, les faire différemment. Voilà, donc ça va passer parfois par du détail, parfois par des outils, parfois par des positions plus fermes sur certains sujets. Mais en fait, ça fait exister, je crois, la parole et les sujets. Peut-être pas par endroits sur la place publique,
mais à des endroits, peut-être, j'ai la naïveté de penser, qui permettent de, en tout cas, faire bouger les choses de l'intérieur, je crois. Et toi, Flores, est-ce que tu as l'impression de mettre en place des choses dans ta pratique qui pourraient avoir pour origine ta queerness ? Je pense que c'est un peu de la même façon que Margot, c'est-à-dire que c'est pas vraiment, je sais pas si c'est un peu passif, je sais pas si c'est le meilleur mot, mais ouais, c'est juste en étant présent. Et j'ai quand même, moi j'ai beaucoup, je traîne dans des cercles très queer, mais aussi dans des cercles un peu plus éloignés, même des personnes plus jeunes qui s'approchent du spectacle. J'ai l'impression que c'est très queer. Je sais pas si c'est juste moi qui traîne dans ces cercles-là, mais j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus et que justement en étant présent, ça va queeriser ces espaces et ça se fait tranquillement, quoi. Et oui, c'est un peu plus passif que. Moi personnellement, je le fais pas plus que ça, mais je pense qu'en étant juste là, c'est déjà un petit bout de travail qui est fait, quoi. Trop bien. Et toi, Arina ? Et moi, c'est surtout dans mon travail de médiation, je pense que je peux agir, donc surtout auprès des jeunes. Donc je vais par exemple veiller à mettre en avant des artistes queer, ça va de soi, on va dire. Mais je vais aussi essayer de soigner les espaces de débat, donc qui vont pas se limiter à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Donc pour moi, une approche queer de médiation, c'est aussi forcément impliquer les enjeux de l'ensemble des luttes intersectionnelles, donc féministes, décoloniales, antivalidistes. Et parce que en situation de médiation, j'ai ce statut particulier en fait hors institution, je peux me permettre aussi des choses, un milieu scolaire par exemple, que les enseignants et les enseignantes ne se permettent pas. Donc exemple, il y a quelques mois, on a accueilli une danseuse et chorégraphe palestinienne qui s'appelle Nour Garabli. Par exemple, là où les enseignants et enseignantes peuvent pas le faire, moi je peux nommer le génocide, parler de l'islamophobie, du racisme, du sexisme, etc. Quand le cadre le permet bien sûr, mais voilà, je peux avoir ce statut-là un peu plus particulier et avoir cette liberté aussi qui pour moi politique est importante aussi, qui touche des questions d'une nécessité en fait sociale et politique, on va dire. Assia a également répondu à la question de la queerness dans ses pratiques, donc celle qu'elle met en place pour mieux accompagner les artistes, mais aussi celle qu'elle a dû développer pour mieux les protéger, donc en évoquant une situation. Je dirais qu'il y a que ce prisme de queerness, il s'applique vraiment sur comment je prends le temps d'accompagner, de bien comprendre les projets des uns et des autres avec un regard, disons, politique. Il y a quelque chose qui est hyper important d'accompagner ces projets-là, c'est-à-dire qu'on sait que on va devoir les défendre, puisqu'ils vont être vus, il va avoir une certaine projection, une exotisation, qu'on le veuille ou non, que ce soit direct ou indirect. Ça arrive absolument tout le temps. Donc moi, c'est de trouver les mots avec les personnes que j'accompagne, les termes, qu'est-ce qu'on dit du travail et qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qui reste des sortes de stratégies invisibles pour nous. Et il y a quelque chose aussi, je dirais, autour du soin qu'on met à accompagner ces projets-là quand on est une personne queer, et dans mon cas, une personne non blanche. C'est-à-dire que j'ai absolument conscience de ce que pourraient ou de ce que peuvent ou de ce qu'ont vécu ces artistes en étant des personnes issues des marges, on dirait. Donc il y a quelque chose dont on n'a pas besoin de se parler, qu'on se sait. Il y a quelque chose de très organique comme ça, puisque moi-même ayant été souvent la seule personne non blanche en institution, avec les agentes d'entretien et les personnes à l'accueil des structures, on sait ce que c'est que d'être violenté. Donc voilà, il y a quelque chose où on va se dire ok, on va peut-être passer par là, mais on est ensemble. Donc par rapport à la sécurité, par exemple, ça c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé dans un premier temps. C'est juste arrivé avec une
une expérience cette année de tournée en Autriche où l'artiste que j'accompagnais s'est faite violenter à l'aéroport par un homme blanc. Et voilà, on s'est fait passer à tabac, donc racisme et misogynie. Donc voilà, notre journée de montage, on l'a passée au commissariat. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais pas en tête. Heureusement que la structure qui nous accueillait, voilà, a vraiment pris le relais sur venir avec nous, puisqu'on parlait évidemment pas autrichien, nous accompagner là-dedans. Mais ça, disons que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre en allant bosser et qu'on a vécu, voilà, du fait de ce qu'on est, de ce qu'on représente et de la menace que nous pourrions être pour cette Europe fasciste. Et toi, Gabrielle, qu'est-ce que tu mets en place ? Je dirais que surtout en contexte en création costume, j'essaye au maximum de demander le consentement des personnes que je vais habiller, parce que déjà je vais être amenée à les toucher, donc il faut faire attention à ça. Et aussi sur ce que je vais créer pour eux, leur demander quel est leur rapport au corps, à la peau, qu'est-ce qu'ils sont ok de montrer ou pas, de porter ou pas, en tout cas dans la mesure où ça peut être vraiment quelque chose d'important, un complexe, voilà. Et j'essaye aussi de dégenrer au maximum les silhouettes, surtout en danse, parce qu'il y a moins de la contrainte du personnage, en tout cas, même si c'est souvent impossible de dégenrer au maximum. J'ai des biais genrés de la même manière que plein d'autres personnes, mais j'essaie de faire au mieux. Trop bien. Et Margot, est-ce que par exemple, toi, dans ton travail de production, tu penses qu'on pourrait mettre en place ce genre de protocole de consentement, ou en tout cas faire en sorte que ces pratiques individuelles deviennent des pratiques, plutôt des bonnes habitudes de façon plus collective, on va dire ? Oui, complètement. Je crois même aussi que c'est le rôle... En tout cas, c'est des rôles partagés. C'est comme toute lutte, hein. Il y a plusieurs strates et c'est la combinaison de toutes les énergies qui font qu'on arrive, du moins je crois, qui font qu'on arrive là où on veut arriver. Et oui, je crois que c'est en insufflant en fait des process, et le mot il est ce qu'il est, mais des formes de protocoles. Je pense par exemple, là, j'ai un élément qui me vient. On a nous des documents qui sont entre les mains de toutes nos équipes et qui notifient bien qu'ils et elles peuvent venir à notre rencontre pour tout type de sujet, ou s'ils se retrouvent confrontés à des situations qui leur semblent des situations de violence, qu'elles soient physiques, verbales, et on a bien notifié qu'il n'y avait pas la place ni pour l'homophobie, ni pour le racisme, ni pour la transphobie, et je crois que faire exister ça, ça participe, et je crois à la force des protocoles, ouais. Donc en fait, pour faire face à cette invisibilisation des questions queer, quoi de mieux que de trouver des alternatives, des réseaux aussi qui nous aident à réfléchir, à se faire entendre, à se soutenir aussi. Bref, de l'entraide contre une forme d'hypocrisie culturelle. Grave. Et est-ce que, par exemple, Margot ou Fleurès, vous en connaissez des réseaux pareils, ou vous en faites partie ? Alors moi, j'en connais pas du tout, mais si vous en avez, je suis totalement à l'écoute. On va vous en donner. Super. Moi, j'ai eu le plaisir d'en découvrir en travaillant sur l'émission avec vous. J'ai eu le plaisir d'en découvrir et que des collectifs qui ont l'air super et dont vous allez parler très très bien. On va du coup peut-être citer quelques-uns effectivement pour donner des outils à tous, des personnes qui nous écoutent. Donc il y a effectivement le mouvement HF, donc qui est assez connu, qui milite pour l'égalité des genres dans les arts et la culture. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site, ou encore le collectif La Permanence, avec un annuaire notamment qu'ils ont créé qui s'appelle les Techniciennes. Il organise des débats également, ce collectif, donc des tables rondes, des rencontres, un podcast, et ils ont également dernièrement publié un fanzine super qui s'intitule La Grande Hache, qu'on vous recommande. Bon, par contre, petit malus, je me permets, elles n'ont pas inclus les costumes dans la liste des métiers techniques, ce qui prouve qu'il y a encore du chemin à faire, même entre nous. On va leur écrire. Sinon, il y a aussi le collectif belge Phase B qui ont créé la plateforme Technicienne qui vise à promouvoir les personnes FINTA, qui veut dire femmes, intersexes, non-binaires, trans, agenres, dans le domaine du spectacle vivant. Et ils donnent des chouettes pratiques, de bonnes pratiques, des chouettes tips de bonnes pratiques, par exemple sur Insta, où il y a des posts comme comment protéger les personnes marginalisées qui expérimentent les violences et les discriminations.
Donc en fait, le but de tout ça, il faudrait se dire qu'on doit dépasser les luttes individuelles pour inventer des solutions structurelles. Donc des choses existent, mais à vos idées, il y a plein de choses à inventer. Soyons créatives et créatifs et entraidons-nous. Merci énormément pour cet échange. Et avant d'accueillir Laura de l'Association des journalistes lesbiennes pour sa chronique, on écoute Dirty Diabla de La Pili et Ox Music, un son reggaeton qui fait bouger les stéréotypes de genre tout en faisant bouger nos culs. Allez. Todas las mujeres poderosas se asustan, bachata sabiduría nos dijiste y bruja, que somos muy malas, que somos muy putas, que mordimos la manzana, todo es nuestra culpa. Y mira cariño, tú no has visto maldad, tú no eres consciente de lo que va a pasar. Si crees que somos malas, ahora va a ser de verdad, ahora vamos a ver si tienes para afrontar. Y yo vine santa, pero igual me voy a sacar, puedo endemoniarte solo con la mirada. If you wanna try me, te vas a quemar. Diabla, sucia, dirty, diabla, dirty, diabla. On termine, ou presque, cette émission en beauté avec la chronique de l'AJL, l'Association des journalistes LGBTQIA+, donc non pas lesbiennes, désolée pour le lapsus. Et cette semaine, c'est Laura qui est avec nous. Oui, bonjour tout le monde, et aucun problème pour le lapsus, au contraire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la définition du culot. Écoutez bien, ce n'est pas une blague, c'est le député Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, qui parle dans le magazine Elle. D'après lui, puisqu'elle a été discriminée toute sa vie à cause de son nom, Marine Le Pen a cette même blessure que les homosexuels ont en eux, explique-t-il carrément. Elle les comprend, comme Mylène Farmer. Et elle a même dit merde à son père, selon lui. Observons 2 secondes de silence pour Marine Le Pen. Voilà. Même la gêne est gênée. Oui, bon là, on atteint des sommets de cynisme. Déjà, avis à l'extrême droite, laissez Mylène Farmer tranquille, merci beaucoup. L'égérie de la communauté LGBTQIA+, qui n'a quasiment jamais commenté la politique, était sortie de sa discrétion en 1995 pour dénoncer, scandaliser la mise en avant d'un de ses sosies lors de meetings du FN, l'ancien nom du RN, fustigeant un parti politique dont je condamne les méthodes et l'idéologie. Ensuite, loin d'être une simple comparaison qui fait jaser, comme l'écrit de manière complaisante Gala, les propos de Jean-Philippe Tanguy, repris sans aucune forme de mise à distance par de nombreux médias, participent d'une stratégie bien rodée, celle de l'homonationalisme, qui consiste à séduire un électorat gay à coup de dédiabolisation du RN. Celui-ci a été rebaptisé ainsi en 2018 pour mieux faire oublier les racines du parti d'extrême droite, fondé notamment par un ancien SS, un ancien de l'OAS et des partisans de l'Algérie française, dont Jean-Marie Le Pen, qui a pratiqué la torture en Algérie. Marine Le Pen a toujours cherché à éliminer ce qui est à ses yeux susceptible de l'empêcher, elle ou Jordan Bardella, son successeur, d'arriver un jour au pouvoir, et se pose en protectrice des homosexuels contre les soi-disant grands méchants musulmans. Et ça paye. 30% des hommes gays se disent prêts à voter pour Jordan Bardella au premier tour s'il était candidat à la présidentielle, selon un sondage IFOP récent. Oui, des fois que certaines seraient tentées de tomber dans le panneau. Que peut-on répondre à ça ? Alors déjà, démontons ce storytelling ridicule pour les médias les plus paresseux. Non, Marine Le Pen, héritière qui a passé une bonne partie de sa vie dans le manoir familial de Montretout, n'est pas discriminée à cause de son nom. Au contraire, elle a bâti sa carrière grâce au nom Le Pen. Elle n'a écarté du parti son père, Jean-Marie Le Pen, ancien président et candidat du Front National, qu'en 2015, après que ce dernier avait promis de faire une fournée de Patrick Bruel d'origine juive séfarade dans un très 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 gros sous-entendu antisémite. Et en janvier dernier, après la mort de son père, Marine Le Pen confiait au Journal du Dimanche qu'elle ne se pardonnerait jamais cette décision. Bon, et puis le RN, contrairement à ce qu'il prétend, est quand même loin d'être un allié de notre communauté, si je peux dire. Oui, démontons encore ce pinkwashing de façade. Jean-Marie Le Pen, rappelons-le pour les plus jeunes de nos éditorices, était ouvertement homophobe, qualifiait l'homosexualité d'anomalie biologique et sociale, et les personnes séropositives de sidaïques, les comparant à des lépreux. À la différence de son père, Marine Le Pen ne tient plus de discours ouvertement homophobes, même si au moment du mariage pour tous, elle disait l'opposition de son parti au mariage, à l'adoption et à la PMA et promettait de l'abolir une fois à l'Élysée.
Par stratégie toujours, le RN évite désormais de parler de logis LGBT, comme il le faisait avant, et met en avant ses cadres ouvertement gays, pour mieux attirer un électorat gay. Mais au Parlement européen, le parti d'extrême droite, dont le président est eurodéputé Jordan Bardella, s'est toujours abstenu ou a voté contre des initiatives législatives visant à renforcer les droits des personnes LGBTI. Au niveau européen toujours, le RN siège avec le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui réprime les droits LGBT dans son pays. Et les Italiens de la Ligue du Nord, opposés au mariage pour tous et défenseurs de la famille dite traditionnelle. Et puis, en cas d'arrivée au pouvoir, le RN ne se cache pas de vouloir couper les subventions des associations LGBTI qui oseraient critiquer sa politique anti-immigration. Bon, il nous reste 18 mois jusqu'à la présidentielle. Avec tout ça, qui sait quelle énormité le parti à la flamme va encore nous sortir. Merci Laura. Merci beaucoup à vous. Et puisque nous sommes en décembre et que vous écoutez la dernière émission avant 2026, nous avons préparé pour vous une petite liste d'événements organisés pour celles qui souhaitent fêter Noël avec leur communauté choisie. Donc, tout d'abord, à Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, vous pouvez vous rapprocher des centres LGBTQI+, qui proposent divers événements pour se retrouver dans la joie, tant le 24 que le 25 décembre. Quelques exemples aussi. À Lille, par exemple, le Privilège organise 2 soirées spéciales Noël, les 21 et 23 décembre. À Marseille, le 25 décembre, le Noël du Boom est confié aux mains de la drag queen Madame Victor, figure marseillaise incontournable pour une soirée à base de scènes ouvertes et karaoké. À Paris maintenant, le 20 décembre, la Flèche d'Or organise un ultime karaoké de l'année pour évacuer toutes les mauvaises énergies et les lâcher en 2025 une bonne fois pour toutes. Soirée intitulée Release Your Inner Bitches. Yeah. Donc le 24 décembre, la mutinerie que vous connaissez peut-être sûrement organise le non-Noël des queers en famille choisie. Donc pour celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas passer le réveillon de Noël en famille subie. Vous pouvez donc venir avec des choses à grignoter, un secret Santa, évidemment c'est pas une obligation. Rendez-vous est donné à partir de 17h. Et sachez aussi que l'humoriste Mamari jouera la dernière de son spectacle Trop drôle pour mourir le 24 décembre au Théâtre République. Le bar L'Engagé à Toulouse organise quant à lui non pas une mais 2 Christmas parties les 24 et 25 décembre. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, on vous mettra plus de détails sur le site de Gouinement Lundi ainsi que la biblio des ouvrages qui nous ont été utiles pour préparer cette émission. Gouinement Lundi, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Fleurès et Margot pour nous avoir partagé en live vos vécus et expériences professionnelles et militantes. C'était précieux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci également à Assia pour nous avoir partagé son expérience précieuse. Et donc, merci à Laura de l'AJL, l'Association des journalistes LGBTQIA+. Un grand merci aussi à Margot, une nouvelle fois, d'avoir imaginé cette émission avec nous. Merci à Sophia Bencherif pour le partage généreux de ressources qui nous ont éclairé le chemin de nos recherches pour construire cet épisode. À la technique, c'est Isabelle qui assurait aujourd'hui. Merci beaucoup. Et c'est Margot, une autre Margot, qui vous a dégoté les pépites musicales que vous avez entendues ainsi que les bonnes idées pour survivre à Noël. À l'animation, c'était Arina et Gabriel. Merci à toute l'équipe du collectif. Vous pouvez retrouver Gouinement Lundi sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des likes, des cœurs, plein de cœurs, ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Gouinement Lundi, votre phare dans la nuit.